La polémique enfle autour de la question de la violence raciste. 4 jours après l'assassinat d'un homme de nationalité tunisienne dans le Var, Bruno Retailleau est accusé par Olivier Faure d'instaurer un racisme d'atmosphère. Il n'y a heureusement pas de banalisation de la violence raciste parce qu'on a un État qui se mobilise contre toutes les formes de haine. Ça, c'est ce qu'a déclaré Aurore Bergé, la ministre chargée de la lutte contre les discriminations. En ce qui concerne l'enquête, le parquet national antiterroriste a été saisi et le suspect est toujours en garde à vue. On va continuer cette discussion en accueillant notre invité Benjamin Camboulive. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du syndicat Alternative Police CFDT. J'aimerais votre impression, votre sentiment quand vous avez appris que le parquet national antiterroriste était saisi justement sur cette affaire. On vient d'expliquer pourquoi. Comment vous avez analysé cette saisie-là ? Déjà, le parquet national antiterroriste qui se saisit dans un cas comme ça, c'est parfaitement cohérent parce que vous avez quand même un auteur qui dit agir en hommage à Jean-Marie Le Pen. Donc vous avez à la fois un homicide et une revendication politique. Donc on est dans le cadre du terrorisme, donc le parquet national antiterroriste se saisit. Ça c'est normal. Maintenant, tout le travail, ça va être d'aller déterminer si l'auteur a des liens avec l'ultra-droite, en tant que mouvance réellement. Donc s'il a appartenu par exemple à un groupe ou à un groupuscule d'ultra-droite, c'est ça qui est en train d'être enquêté par les policiers. Il est bien à préciser qu'on ne parle pas du Rassemblement national, la partie de M. Zemmour. On parle de la mouvance ultra-droite qui appelle à tuer des gens, ce qui n'est pas le cas des autres partis, qui sont les partis républicains, légaux, s'ils étaient racistes, il serait interdit. Là, ce qu'on regarde, c'est si cet individu il est en lien avec une structure organisée qui menace la sûreté de l'État. C'est ça qui est pointé du doigt. Après, ce qu'on peut regarder malgré tout, c'est le mode opératoire. C'est-à-dire que là, s'il y avait eu préméditation terroriste, avec tout l'arsenal de l'auteur, il aurait très bien pu aller faire un carnage dans une mosquée. Lui, il a tué son voisin. En plus, après, il essaie de tuer une seconde personne, puis il s'échappe. C'est pas structuré du tout. Si ça avait été quelque chose de structuré, de clairement établi par une organisation, il aurait eu des gants, il aurait eu un masque, il aurait loué une voiture, il serait allé faire un carnage, mais loin de chez lui. Là, ça ressemble beaucoup, effectivement, à un conflit de voisinage sur fond de racisme avec quelqu'un qui pète un plomb et qui tue son voisin, mais qui tue son voisin pour tuer son voisin parce qu'il était excédé. Oui, sur les différentes hypothèses et les différentes pistes sur lesquelles travaillent aujourd'hui les enquêteurs, Benjamin Camboulive, comment ça se passe pendant ces 96 heures de garde à vue ? Est-ce qu'on est que dans l'interrogation de la personne qui est suspectée ou est-ce qu'on va chercher déjà plus largement ? Alors déjà, ce qui est très bien, c'est qu'on a 96 heures, parce que quand un meurtre est perpétré avec une velléité politique, à ce moment-là, on bascule, on part du droit commun, on arrive dans le terrorisme, et c'est là qu'on a droit à ces 96 heures qui vont permettre de faire le point sur l'environnement de l'auteur avant la présentation au magistrat. Il va y avoir à la fois des perquisitions, donc sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur toute la littérature de la personne pour voir l'environnement dans lequel il gravite. Et effectivement, est-ce qu'il y a des liens avec des mouvances extrémistes ou non ? Et puis il y a le travail de l'enquête de voisinage, c'est-à-dire toutes les auditions. Donc ça va être les riverains, les témoins, les amis, les connaissances, et notamment l'épouse, pour déterminer aussi son degré de connaissance et sa capacité à anticiper un éventuel passage à l'acte. Est-ce qu'elle aurait pu, sur la base de ce qu'elle savait, éviter le drame, éviter le meurtre, en prévenant les autorités ou non ? Donc tout ce travail, il est fait dans un temps commun, quoi. Ouais. Ce que je voudrais dire sur les armes, sur l'arsenal qu'il avait, justement, le fait qu'il soit licencié d'un club de tir exclut le fait d'avoir des armes de la préméditation, puisqu'il les avait déjà dans le cadre de son activité. Sauf si l'enquête vient à déterminer qu'il se serait inscrit dans ce club de tir. Avec cette visée de commettre un assassinat. Mais très franchement, tout ce scénario-là satisfait aux obligations qu'il faut, parce qu'il faut tirer régulièrement, il faut avoir l'autorisation de la préfecture, on n'a pas non plus l'autorisation du port d'armes comme ça pour rien. Pour que ça se termine uniquement en tuant son voisin, si on fait tout ça, normalement, c'est dans le cadre d'un projet structuré, établi, et le bilan aurait pu être bien plus lourd si tel avait été le cas. Benjamin Camboulive, sur ce contexte, cette atmosphère politico-médiatique que décrivait Erwan Lecoeur, avec une population spécifiquement de plus en plus visée, la population musulmane, là, en l'occurrence de ce qu'il nous expliquait, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez dans votre travail au quotidien, dans les affaires qui montent, dans les violences ou les menaces ? Très rapidement, juste sur l'affaire, si le PNAD se saisit, c'est pour les revendications politiques, pas pour le côté raciste. Absolument. Le racisme et le terrorisme, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Après, pour ce qui est de l'explosion du racisme en France,
c'est une réalité qui concerne, c'est là où je vais rejoindre et me départir de votre invité, c'est que cette réalité du racisme qui explose, elle touche toutes les communautés, elle touche toutes les religions. Et vous avez des faits anti-musulmans qui sont en grande augmentation en ce moment. Je crois qu'on a plus 74% sur les 3 derniers mois. Donc ça monte très fort. Vous avez des faits anti-chrétiens qui explosent également, avec des fidèles qui se font insulter, qui se font molester, avec des gens qui crient Allahu Akbar dans les églises. Vous avez toute une atmosphère anti-chrétien qui est patente, qui est une réalité. Et pour ce qui est de l'antisémitisme, depuis le 7 octobre, ça a tellement explosé qu'ils sont repassés en tête, alors qu'ils sont bien moins représentatifs dans la population que les musulmans ou les chrétiens. Et bien, c'est pourtant eux qui totalisent le plus grand nombre de faits anti-religieux. Ça a quadruplé, notamment à l'école, des actes antisémites. Donc, toute cette atmosphère, elle existe aussi dans les quartiers sensibles qui sont un agglomérat de communautés où les gens parfois ne se supportent plus et nourrissent un racisme d'une communauté envers une autre, et vous avez une possibilité d'être raciste ou de subir le racisme, peu importe que vous soyez blanc, noir, chrétien, juif, musulman. C'est là qu'il faut à la fois bien comprendre que c'est commun à l'être humain qui est pas très malin d'être raciste et pas à une communauté ou une autre. Et puis là où je rejoins pleinement monsieur, c'est sur la responsabilisation de la parole politique, parce que quand on prétend à gouverner un pays, il faut être mesuré dans ses propos, tenir compte du fait que l'auditoire que l'on a, il contient aussi des personnes qui sont pas forcément très étoffées intellectuellement et qui peuvent passer à l'acte, qui comprennent pas les nuances et les jeux de verbes. Mais le point central, c'est peut-être même l'importation de cette part religieuse du conflit israélo-palestinien qui fait monter les pressions et qui nourrit l'antisémitisme qui est encore une fois en tête des faits anti-religieux en France.